Bien sûr. Littéralement. Alors on va rejoindre, avant de voir les réactions dans le monde arabe, on a souvent vu des images de liesse après ce quadruple attentat. Les dernières réactions avec vous, Bertrand Aguirre, à Jérusalem. Bertrand. Mais écoutez, la population israélienne suit heure par heure ce qui se passe à l'heure actuelle aux États-Unis. Vous savez que beaucoup d'Israéliens ont de la famille aux États-Unis. D'ailleurs, pour témoigner de ce lien étroit qui unit les deux peuples, un jour de deuil a été déclaré pour demain. Un jour de deuil qui a été déclaré, je vous le disais. Et puis aussi des mesures, je dirais, au niveau politique et au niveau sécuritaire. Ariel Sharon a ordonné l'évacuation de toutes les représentations diplomatiques aux États-Unis. Je vous le disais également, l'espace aérien israélien est fermé à l'heure actuelle, à l'exception des vols de la compagnie nationale El Al. Des F-16 survolent en permanence le territoire israélien. Les frontières terrestres ont été fermées il y a quelques minutes maintenant entre la Jordanie et l'Égypte. Et puis côté palestinien, en effet, il y a eu quelques scènes de liesse, quelques célébrations dans des villes autonomes palestiniennes, mais qui étaient surtout le fait de tout jeunes gens qui ne réalisaient pas, je crois, l'ampleur de la catastrophe. Yasser Arafat a lui parfaitement compris les enjeux de cette catastrophe. Il s'est exprimé publiquement, il a exprimé tous ses regrets pour ce qui s'était passé, il a également démenti toute implication dans ce qui se passait. Je crois qu'Yasser Arafat a bien compris que ce qui venait de se passer aux États-Unis ne servait en aucun cas à l'avenir de ses revendications. Merci beaucoup Bertrand. Alors vous l'avez dit, effectivement, Yasser Arafat a regretté profondément ces attentats, mais tout de même on a assisté à des scènes de joie et de liesse au Proche-Orient, notamment à Jérusalem-Est et à Naplouse. Réaction du monde arabe commentée par Corinne Lalo. À Gaza, le président palestinien Yasser Arafat a fermement condamné les attentats. J'adresse mes condoléances, les condoléances du peuple palestinien au président Bush et à son peuple pour cet acte terrible. Nous sommes complètement choqués, c'est incroyable. À Gaza également, le chef spirituel de l'organisation islamique Hamas dément toute implication, mais explique que les États-Unis devaient s'attendre à ce genre de problème, car ils sont eux-mêmes responsables de beaucoup d'injustices dans le monde. Ils subissent donc à leur tour ce que d'autres subissent par leur faute. Au Liban Sud, les réfugiés palestiniens ont quant à eux salué avec joie les attentats aux États-Unis. Ils ont tiré des salves à l'arme automatique pour manifester cette joie et ont chanté des slogans à la gloire du terroriste Ben Laden. C'est à ce milliardaire islamique que les Palestiniens attribuent la paternité des attentats. En Israël même, les Palestiniens sont descendus dans les rues de Jérusalem-Est et de Naplouse pour manifester également leur contentement à la nouvelle de l'effondrement des tours de New York et de Pentagone. Allah Akbar, Dieu est grand. Le régime des talibans en Afghanistan a quant à lui condamné les attentats tout en reconnaissant qu'il considère comme leur hôte le terroriste d'origine saoudienne Ben Laden. Enfin, au Caire, le président égyptien Moubarak a qualifié ces attaques d'inimaginables et horribles. Il s'est déclaré profondément attristé, puis a condamné le terrorisme, quelles que soient les circonstances. Alors bien sûr, les précisions nous arrivent au fur et à mesure que la soirée avance. Nous parlions de cet avion de Pittsburgh qui s'est écrasé donc en Pennsylvanie. Il semblerait qu'effectivement il n'ait pas été descendu, abattu par la chasse aérienne américaine. Et puis George Bush serait donc de retour vers Washington. Ulysse Gosset qui est au téléphone. Est-ce que vous en savez plus ? Oui, alors à propos de George Bush, effectivement, il s'était rendu dans un premier temps dans une base aérienne du Nebraska où se trouve le quartier général des forces stratégiques américaines pour des raisons de sécurité, avait annoncé la Maison-Blanche. Mais on vient d'apprendre il y a quelques minutes que le président des États-Unis avait repris l'air à bord d'Air Force One et qu'il se dirigeait maintenant vers Washington et vers la Maison-Blanche où il sera donc attendu pour vous dans la nuit et pour les Américains en début de soirée. Et puis effectivement, cette information dont nous parlions tout à l'heure à propos d'une possible action de l'armée américaine abattant cet avion de Pittsburgh, eh bien, cette information a été démentie par le porte-parole du Pentagone, affirmant donc qu'il n'y a pas eu du tout d'attaque contre cet avion civil qui aurait été amené donc à atteindre une cible comme certains l'avaient affirmé. On faisait état de rumeurs, mais là, cela vient d'être démenti officiellement par les autorités militaires américaines.
Merci beaucoup Ulysse. Voyons maintenant les réactions en France. Jacques Chirac a interrompu son voyage en Bretagne. Il a tenu une réunion de crise à l'Élysée immédiatement avec Lionel Jospin. Le chef de l'État était entouré de tous les ministres concernés. Il faut savoir par ailleurs que, donc je vous le disais, la défense aérienne a été mise en alerte et une réunion de crise a également eu lieu chez le directeur général de la police. Je vous le rappelle, le plan Vigipirate a été réactivé. François Zuc. Mes chers compatriotes, les attentats qui ont frappé aujourd'hui les États-Unis d'Amérique sont une épouvantable tragédie. Jamais aucun pays dans le monde n'a été la cible d'attentats terroristes d'une telle ampleur, ni d'une telle violence. Je veux redire au peuple américain la solidarité de tous les Français dans cette dramatique épreuve. Nos pensées vont en particulier à toutes les victimes, à leurs familles, à leurs proches. Ce qui s'est produit aux États-Unis nous concerne tous. J'imagine les sentiments que chacun d'entre vous éprouve ce soir, sentiments d'horreur et peut-être d'inquiétude. Et j'ai pensé qu'il était de mon devoir de vous parler. Nous ne connaissons à ce stade ni les auteurs, ni les raisons de ces actes barbares. La situation requiert néanmoins sang-froid, mais aussi vigilance et mobilisation. C'est pourquoi j'ai réuni ce soir à l'Élysée un conseil restreint avec le Premier ministre et les ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de l'Intérieur, des Transports. Les mesures de précaution qui s'imposent ont été prises immédiatement par le gouvernement. Et le plan Vigipirate, que vous connaissez, est mis en œuvre. Nous agissons avec le Premier ministre, bien sûr, en étroite concertation et évidemment tous les pouvoirs publics sont mobilisés. Par ailleurs, je suis en contact avec les responsables européens afin que nos décisions soient bien coordonnées. Et je viens en particulier de m'entretenir longuement avec le chancelier allemand, Schröder, et le Premier ministre britannique, Tony Blair. La France sait qu'on ne peut lutter efficacement contre le terrorisme que par une action déterminée et collective. Et elle fera ce qui doit être fait. Voilà, et puisque Jacques Chirac vient de parler de ses homologues, sachez que l'OTAN a promis des représailles contre les auteurs des attentats aux États-Unis. Voyons le reste des réactions politiques en France avec François Zuc. 15 heures, le programme de Jacques Chirac en Bretagne va se trouver sérieusement bousculé. Informé des événements, il décide d'écourter sa visite et l'annonce à ses interlocuteurs de la faculté des sciences de Kerlan. Mais vous avez probablement appris dans la demi-heure qui vient de s'écouler les drames qui se passent actuellement avec les attaques terroristes dont les États-Unis sont l'objet. Nous suivons depuis une demi-heure les événements naturellement de minute en minute et je suis dans l'obligation absolue de regagner immédiatement mon bureau à Paris. 16 heures à Matignon, Lionel Jospin lui aussi condamne. C'est évidemment une nouvelle tragique qui nous a tous frappés cet après-midi. Ce sont des attentats d'une violence et d'une gravité sans précédent qui ont frappé le World Trade Center, le Pentagone, sans doute d'autres lieux dans des grandes villes américaines. Mon premier sentiment est celui d'une émotion profonde, de l'horreur aussi pour cette violence inacceptable, des pensées d'émotion à l'égard des victimes, de leurs familles, et l'expression d'une solidarité profonde à l'égard du peuple américain. Dans la foulée, Lionel Jospin réunit les ministres de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de la Défense. Ils sont rejoints par le ministre des Transports. À la sortie, Daniel Vaillant annonce le renforcement du plan Vigipirate. Le Premier ministre vient d'ores et déjà de décider le déclenchement du plan Vigipirate renforcé, ce qui signifie la mobilisation de toutes les forces de sécurité et des forces armées pour assurer la protection et la sécurité des Français.
18 h, le Premier ministre quitte Matignon. Direction l'Élysée pour un conseil restreint qui démarre à 18h30. Là, il est rejoint par Hubert Védrine, Daniel Vaillant et Alain Richard. La réunion dure 1 heure. 19h45, Lionel Jospin, de retour à Matignon, commente. Nous avons indiqué au président de la République les décisions qui ont été prises par le gouvernement, et notamment la mise en œuvre du plan gouvernemental d'alerte et de prévention qui s'appelle Vigipirate renforcé. Ont été examinées également d'autres mesures à prendre en collaboration avec les pays voisins. Alors voyons tout cela dans le détail. Donc ce plan Vigipirate qui avait été instauré en 1995 a donc été réactivé. Une cellule d'information au Quai d'Orsay a en outre été mise en place pour renseigner les familles de ressortissants français présents aux États-Unis. On a vu tout à l'heure le numéro. D'autres mesures particulières de protection pourront être prises et annoncées dans les prochains jours. Pierre Ly. Pour prévenir tout risque terroriste, comme lors de la vague d'attentats de 1995 sur le territoire français, le gouvernement a déclenché cet après-midi le plan Vigipirate renforcé. Ce qui signifie la mobilisation de toutes les forces de sécurité et des forces armées pour assurer la protection et la sécurité des Français. Le plan Vigipirate renforcé permet de renforcer la sécurité des lieux publics que sont les aéroports, les gares, les transports publics, les bâtiments publics, publics ou privés, et tous les établissements accueillant un nombreux public. Il n'y a pas de menace identifiée pour notre pays, mais le gouvernement a un devoir de précaution et de vigilance qu'il exerce. Lorsque le plan Vigipirate avait été déclenché lors du passage à l'an 2000, 100 000 hommes avaient été mobilisés. 60 000 policiers, 10 000 militaires et 30 000 sapeurs-pompiers auxquels on avait adjoint des équipes médicales. Alors je rappelle qu'en tout cas aux États-Unis, eh bien c'est la mise en état d'alerte maximum de toutes les forces, d'abord de tous les bâtiments publics et également de toutes les forces militaires. Elles ont été également mises en état d'alerte dans le monde entier. Je vous propose maintenant de revoir les dernières images de ce drame qui a frappé l'Amérique à 9 h ce matin, 15 h heure française, donc 4 attaques terroristes qui ont touché le cœur économique et militaire des États-Unis. New York tout d'abord, puis Washington. À New York, les 2 tours du World Trade Center se sont effondrées environ 1 heure après avoir été touchés par 2 avions qui avaient été détournés par des terroristes kamikazes. Des scènes de panique s'en sont suivies avec donc l'effondrement de ces 2 tours. Ces 2 tours n'existent plus alors qu'elles étaient dominées New York. Elles en étaient le symbole. Les secours ont eu beaucoup de mal à opérer, à travailler. Une fois arrivés sur place, ils ont ensuite été pris dans la poussière et l'effondrement de ces tours du World Trade Center. On apprend même qu'une tour voisine de ces 2 sœurs jumelles, ces 2 tours jumelles, aujourd'hui disparues, cette tour à côté, cet immeuble pourrait également menace de s'effondrer. Et puis donc à Washington, je vous le disais, c'est le bâtiment du Pentagone qui a été touché par un autre avion qui s'est écrasé, vraisemblablement détourné par des pirates de l'air. Le bilan de ces triples détournements et de ces triples catastrophes est impossible à donner pour le moment. Le maire de New York a parlé de bilan très lourd. Nous aurons sans doute plus de précisions, mais il faudra peut-être longtemps avant de comprendre ce qui s'est passé exactement. Toutes les hypothèses sur les auteurs de ces attentats sont avancées. On a parlé du FDLP, mais ça a été ensuite démenti. On a parlé ensuite de Oussama Ben Laden, le milliardaire islamiste, capable seul peut-être de mettre en œuvre ces actions terroristes et de former ses commandos à ces attaques simultanées. En tout cas, les États-Unis sont profondément ébranlés. Ils n'ont jamais autant souffert depuis la dernière guerre mondiale. George Bush est donc rentré de Floride pour revenir vers Washington. Son avion est en partance vers Washington, mais il lui est sans doute très difficile d'arriver en toute sécurité. C'est pour ça qu'il a été retardé. Colin Powell, qui se trouvait lui au Pérou, est également en train de revenir vers les capitales américaines. Toutes les capitales occidentales sont mobilisées, les bâtiments publics ainsi que ceux de l'OTAN sont en état d'alerte. L'OTAN vient de dire, je vous le disais, qu'il était prêt
qu'elle était prête à riposter et à punir ces attaques terroristes. On a vu également dans le monde arabe des réactions de liesse, en revanche démenties et regrets de Yasser Arafat. Alors Bernard Volker, on le disait, c'est un tournant vraisemblablement pour George Bush. On va essayer de comprendre comment tout cela s'est passé, on va essayer de faire des hypothèses, expliquer, mais il faudra aussi riposter et démontrer la force. Oui. En fait, le défi que le président Bush doit maintenant relever est terrible. L'impression de désarroi des premières heures données par leur président ne va sûrement pas remonter le moral des Américains qui est ce soir au plus bas. Après Pearl Harbor, c'était relativement simple, si j'ose dire. La guerre a été déclarée au Japon. Mais ce soir, George Bush ne sait absolument pas à qui il va déclarer la guerre. Comme riposte, les États-Unis ne peuvent pas se contenter de demi-mesures. Si c'est Ben Laden, comme on le pense, l'armée américaine devra tout mettre en œuvre pour le capturer. Si l'Irak, Saddam Hussein aimait les aides à faire, Saddam Hussein ne pourra plus rester au pouvoir. C'est donc une période de très grande incertitude qui s'ouvre dans le monde. C'est aussi un affrontement d'une ampleur sans précédent qui a commencé aujourd'hui entre l'Occident et les mouvements islamiques les plus radicaux. Tom Sankton, est-ce que vous pensez qu'on peut imaginer que George Bush, je dirais, modifie la composition de ses équipes ou prenne des mesures Je crois pas. Je crois qu'il a une équipe à laquelle il fait confiance. Il a un ministre de la Défense qui a déjà eu cette poste. Il a Colin Powell, qui est un grand général. Je crois qu'il ne sera pas tenté de changer l'équipe. Je voudrais faire une remarque. En tant qu'Américain, j'étais très touché, content d'entendre les expressions de condoléances et de soutien de la part du président de la République, du Premier ministre et des responsables de l'OTAN. Mais je crois qu'on peut craindre que, suite aux actions américaines qui ne ferait pas l'unanimité parmi les alliés, par exemple une attaque par missile de croisière contre Kaboul, une site en Afghanistan, ou pour des raisons qui semblent pas suffisamment justifiées aux yeux des alliés, je crois qu'on peut craindre éventuellement peut-être un affaiblissement de ce soutien parmi les alliés. C'est une hypothèse, mais je crois que vu la tendance des Américains parfois à frapper, à tirer vite et fort, et des cas où on a vu dans le passé où tel ou tel allié, des fois les Français, des fois les Grecs ou les Italiens, étaient un peu moins chauds pour suivre. Il va tout de même y avoir vraisemblablement une action de solidarité parce que tout le monde se sent plus ou moins menacé. On voit bien la France qui prend des mesures. C'est ce que je souhaite. Je crois que c'est un risque. Et j'espère que ça se concrétise pas. Mais Bush doit frapper fort, mais il doit aussi convaincre ses alliés qui frappent la bonne cible. Bernard Volker, est-ce que vous pensez qu'on va rester solidaire de George Bush, même s'il frappe fort? Je pense que ce soir, Colin Powell doit regretter sa décision qu'il avait prise au moment de la guerre du Golfe de ne pas aller jusqu'au bout, de ne pas envahir Bagdad. Et Colin Powell et George Bush Senior aussi, qui sont en quelque sorte responsables de la durée au pouvoir de Saddam Hussein. Mais je crois que, comme l'a dit le président Chirac, la solidarité avec les États-Unis va s'imposer au moins pendant les semaines et les mois qui viennent, à moins que le président George Bush, comme vous l'avez dit, ne se décide à frapper trop fort et trop vite sans savoir exactement qui. Ce qui s'est déjà produit au moment de la guerre du Golfe, puisque certains objectifs qui avaient été détruits par les Américains se sont révélés n'être pas militaires, n'avoir aucun rapport avec la guerre du Golfe. Donc là, mais franchement, c'est une période de très très grande incertitude qui s'ouvre dans le monde. Est-ce qu'il va y avoir peut-être une mise en cause des services secrets américains? Oui, évidemment, il y a une faille. Il y avait des lacunes dans la sécurité à tous les niveaux. Mais là, de ne pas pouvoir intercepter les communications entre des membres de ces équipes très sophistiquées, très étendues, qui ont vraisemblablement fait des entraînements avec les avions de ligne. Ça, c'est quand même étonnant. Et puis au niveau de la sécurité dans les aéroports aussi, je crois que à plusieurs niveaux, il y a des questions très très sérieuses et inquiétantes à se poser sur la sécurité en général. Enfin, ce qui s'est passé aussi, c'est que les États-Unis, le président Bush est arrivé
en ne tenant aucun compte de l'avis de ses alliés dans un grand nombre d'affaires internationales, que ce soit la protection de l'environnement, le Proche-Orient, une attitude de mépris du reste du monde qui aujourd'hui se retourne évidemment contre lui. Et l'impuissance extraordinaire des services de sécurité américains, on nous a rebattu les oreilles avec le fameux système échelon qui doit écouter toutes les communications téléphoniques dans le monde entier. On voit là l'échec est quand même extraordinaire. On dépense des milliards de dollars pour ça, et ça ne sert strictement à rien. Alors je vous propose de revoir bien sûr les images qui nous parviennent toujours davantage de ce drame de New York et de Washington, et tout d'abord sur l'effondrement de ces 2 tours au centre de New York, images commentées par Jean-François Assoun. À 10h heure locale, la tour sud du World Trade Center en flammes s'effondre suite à l'attaque aérienne. Dans une violence inouïe, des milliers de tonnes de débris sont alors projetées dans les rues alentours. La panique est alors indescriptible. Choqués, hagards ou blessés, les New-Yorkais tentent de fuir et cherchent des secours. Alors qu'il n'a pas été matériellement possible de sécuriser tout le secteur, seulement une demi-heure plus tard, à 10h28, le cauchemar continue. La tour nord en flammes depuis son sommet est touchée par une série d'explosions. Le feu gagne alors tous les niveaux du bâtiment et s'attaque aux fondations. L'un des symboles de New York se désintègre progressivement jusqu'à disparaître complètement dans un énorme nuage de poussière. Étant donné l'ampleur de cette catastrophe sans précédent, aucun bilan de victimes n'est pour l'instant disponible. Voilà, donc aucun bilan, ni sur le drame de New York, ni sur le drame de Washington. Nous avons essayé de faire le tour avec tous nos envoyés spéciaux et nos invités de ce drame profond que vit l'Amérique depuis ce matin. Je vais laisser la parole à Jean-Claude Narcy qui va continuer à vous informer le plus complètement possible, à commenter les toutes dernières images et à vous diffuser les derniers témoignages. Jean-Claude donc interviendra dans quelques minutes, jusqu'à environ 1h du matin, pour que TF1 vous informe le plus complètement possible. Mais tout de suite, revoyons certains témoignages et des images de la mobilisation dans le monde occidental et de la peur qui s'est emparée de certaines capitales, notamment à Paris, à Rome ou à Londres, avec l'instauration, la réinstauration de plans Vigipirate ou de plans d'alerte, le tout avec Mathilde Passinetti. L'aéroport de Roissy est ce soir sous haute surveillance comme la plupart des aéroports du monde. Aux États-Unis, les frontières sont fermées. Par voie de conséquence, tous les avions sont cloués au sol jusqu'à nouvel ordre. Impossible d'approcher le territoire américain, le Canada a également fermé ses aéroports. Israël, particulièrement exposé au risque d'attentat, a décidé ce soir de fermer son espace aérien. Seuls les avions de la compagnie nationale ont le droit de décoller et d'atterrir sur le sol de l'État hébreu. En fait, ce soir, c'est presque la terre entière qui se trouve en état d'alerte maximum. Des conseils de sécurité restreints se sont déroulés dans la plupart des grandes capitales, Pékin, Moscou, Londres, Paris et Berlin. En Allemagne, les autorités préconisent la fermeture des gratte-ciel de Francfort. En France, le plan Vigipirate a été déclenché. Gendarmes, policiers et militaires sont prêts à intervenir. Tous les lieux publics sont sous contrôle. Certaines ambassades et les bases aériennes américaines situées dans le monde sont sous haute surveillance. Toutes les bases de l'OTAN sont en alerte maximale. Demain, une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne doit se réunir à 10h. Il est donc actuellement 17h aux États-Unis. Cette journée d'apocalypse restera gravée à jamais dans la mémoire des Américains. Un Pearl Harbor terroriste, les États-Unis frappés au cœur, l'horreur totale, les mots sont faibles pour qualifier la déferlante d'attentats qu'ont connue aujourd'hui New York et Washington. Je vous le rappelle, 4 avions de ligne détournés par des terroristes se sont écrasés sur des symboles de la puissance financière et militaire américaine. Les 2 premiers, à 18 minutes d'intervalle, se sont écrasés sur les tours jumelles du World Trade Center de New York. 1 heure après, un 3e appareil détruit une partie du Pentagone. Le 4e, 2 heures plus tard, un Boeing 747 s'écrase dans l'ouest de la Pennsylvanie. Le plus spectaculaire de ces actes de guerre a provoqué l'effondrement des 2 tours du World Trade Center, percutés par 2 avions suicides bourrés de kérosène. Et à bord de ces avions de ligne, 270 passagers ont vécu l'horreur d'être transformés en bombes humaines. 8 heures après les attentats, impossible bien entendu de dresser un bilan. Sachez simplement que 25 000 personnes travaillaient ce matin dans ces 2 tours. Le récit d'Antoine Yello. Il est 9h à New York, 15h à Paris quand l'information parvient sur les téléscripteurs du monde entier. Une gigantesque déflagration vient de se produire au sommet de l'une des tours jumelles du World Trade Center, 2 immenses buildings de 110 étages au centre du quartier d'affaires. À l'origine de l'explosion, un avion venu percuter de plein fouet la partie supérieure de l'une des tours, très fréquentée à cette heure de la journée.
La panique s'empare des New-Yorkais. Choqués, hagards, les passants tentent de fuir n'importe où, essaient de se réfugier quelque part. Des milliers de personnes qui ne réalisent pas encore ce qui vient de se passer, qui ignorent tout de la tragédie en cours. Le hurlement des sirènes marque l'arrivée massive des secouristes. Policiers et pompiers partent au plus urgent. Deux sentiments partagent les témoins, l'impuissance et le désespoir. En haut de la tour, quelques dizaines de personnes prises au piège tentent de signaler leur présence en agitant des vêtements. Et le cauchemar n'est pas terminé. Un quart d'heure après l'explosion, pendant que les grandes chaînes de la télévision américaine retransmettent en direct la catastrophe, un deuxième avion, un Boeing, traverse le ciel new-yorkais. Il fonce sur la deuxième tour qu'il transperce littéralement dans un énorme grondement. Des débris de l'appareil et de la tour s'abattent sur Manhattan. Dans un chaos indescriptible, les policiers essaient d'organiser l'évacuation des habitants et des passants. Les autorités américaines craignent alors l'arrivée d'un troisième avion kamikaze. Une heure après la première explosion, l'une des tours jumelles s'effondre comme un château de cartes. Le quartier est brutalement plongé dans la fumée et la poussière, dans une atmosphère de fin du monde. Quelques minutes plus tard, la deuxième tour va céder. Le World Trade Center, symbole de la puissance américaine, est rayé de la carte. Le centre de New York ressemble à un terrain vague. Les témoins évoquent une vision d'apocalypse. Le maire de New York parle d'un nombre terrifiant de victimes. Près de 50 000 personnes se trouvaient dans les tours au moment du double attentat. Au cours de cette terrifiante journée, la capitale américaine, Washington, ne sera pas épargnée par ces attentats suicides. Une voiture piégée explose devant le ministère des Affaires étrangères. La Maison-Blanche est évacuée et une violente explosion secoue le Pentagone. Un troisième avion vient de s'écraser sur le siège du tout-puissant ministère de la Défense. La guerre vient d'être déclarée aux États-Unis. Loïc Béraud, vous êtes arrivé tout à l'heure à New York avec beaucoup de mal puisque vous veniez de Washington, 7 heures après les attentats. Alors comment se passent en ce moment les opérations de secours ? Je suis dans le New Jersey puisque la police ne nous laisse pas aller plus loin, nous approcher plus de New York. Et je vous propose avant tout, Jean-Claude, de découvrir depuis la position où je me trouve, à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau de New York, le nouveau visage qu'offre la ville. Vous distinguez sans doute sur la droite de votre écran l'Empire State Building, le bâtiment favori des touristes. Puis sur la gauche, 7 heures après l'attentat, vous voyez toujours ce panache de fumée qui se dégage de ce qui était le World Trade Center, et tous les touristes s'en souviennent, qui se dégageait très très nettement sur la partie basse de Manhattan dans cet horizon. Alors, les déroulements des secours sont entravés par le feu qui continue à brûler dans les tours du World Trade Center. Une épaisse fumée, une épaisse cendre s'est répartie dans tout downtown Manhattan. Le maire de New York vient d'autoriser à l'instant la reprise du trafic sur un tunnel qui sort à la hauteur donc de l'Empire State Building vers le Queens. Et il y a une file invraisemblable de voitures bloquées pare-choc contre pare-choc, avec des gens qui prient aux fenêtres de les embarquer, de les sortir de Manhattan, de les sortir de cet enfer à tout prix. Les blessés, au fur et à mesure qu'on peut les retrouver, et c'est extrêmement difficile du fait de l'état des deux bâtiments, sont évacués par bateau, par ferry, jusqu'au New Jersey, jusqu'aux hôpitaux du New Jersey où je me trouve. Les hôpitaux du New Jersey qui viennent de demander à la radio, je viens de l'écouter, un appel au don du sang généralisé de toute la population du New Jersey. On mentionne 2 dates parallèles ce soir à New York et dans l'ensemble des États-Unis. Le 7 décembre 1945, Pearl Harbor. Le 11 septembre 2001, l'Empire State Building. Oui, Loïc, on imagine que beaucoup de New-Yorkais ont quitté leur bureau alors qu'ils sont rentrés chez eux et qu'ils regardent à la télévision ces images incroyables que nous voyons derrière vous. Les New-Yorkais, je vous l'ai dit, sont empêchés de rentrer chez eux du fait de la paralysie totale des transports publics dans Manhattan. Et comme la plupart d'entre eux habitent les banlieues, ils doivent se rendre à pied et se rendre au pied des ponts où ils s'amassent pour essayer de les traverser. Ils ne sont pas encore ouverts, je vous l'ai dit, seul un tunnel est ouvert à la circulation. Mais le maire, les autorités et le gouverneur vont devoir gérer cette situation puisqu'il y a actuellement plusieurs dizaines, si ce n'est des centaines de milliers de personnes qui errent dans Manhattan pour pouvoir rentrer chez eux, pour lesquelles le traumatisme était déjà assez difficile. Et la ville présente encore des scènes de chaos à tel point qu'il a fallu faire appel à 1500 soldats de la garde nationale, les réservistes américains, pour essayer d'orienter tout ce trafic et faire en sorte que les gens puissent matériellement rentrer chez eux, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Merci Loïc, à tout à l'heure. J'apprends à l'instant que George Bush a décidé de s'exprimer à la nation dans la soirée, mais l'heure n'a pas encore été précisée. Il est déjà intervenu, vous le savez, 2 fois au cours de cet après-midi. Le maire de New York, dont on vient de parler il y a quelques instants, M. Giuliani, peu de temps après les attentats, a déclaré, sans donner de bilan précis, que les explosions avaient fait un nombre terrible de victimes. Il demandait aux habitants de rester calmes et ordonnait l'évacuation du sud de Manhattan, bouclée par la police, alors que des avions de chasse survolaient les gratte-ciel de cette ville de 7 millions d'habitants. Les passants, hagards, recouverts de poussière, n'en finissaient pas de se remettre du choc. Sylvie Pinatel. Terrifiés, hagards, hurlant, pleurant, des milliers de gens se sont précipités dans les rues quelques instants après la catastrophe, transformant New York en un immense chaos général. Marchez vers le nord, mais ne courez pas, crient les policiers dans le bruit assourdissant de sirènes, de cris et de pleurs. Dans les sous-sols, chacun s'enfuit tant bien que mal, cherchant une issue à ce terrible piège recouvert de poussière, de cendres et de débris, pendant que des dizaines de personnes, encerclées par les flammes en haut des tours, prises de panique et sans autre espoir, sautent dans le vide avant que les 2 immeubles ne se désintègrent entièrement. Ils ont dit d'aller au nord. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh mec, tout a explosé, je ne sais pas. Je suis descendu, je suis vivant. J'espère que ma femme aussi. Très vite, le maire de New York demande l'évacuation du sud de l'île de Manhattan, notamment des écoles, où les parents qui avaient déposé leurs enfants peu de temps avant reviennent affolés les récupérer. 40 000 personnes travaillent chaque jour dans les 2 tours jumelles, sans compter les dizaines d'autres milliers d'employés des bureaux alentours. Aucun bilan ne sera communiqué avant 24 heures, mais on parle déjà de milliers, voire de dizaines de milliers de morts. Et ce soir, les équipes de secours continuent de rechercher les victimes dans les décombres des 2 tours et dans les immeubles avoisinants sur lesquels, vous le savez, les tours se sont effondrées. Un indescriptible chaos régnait ce matin dans Manhattan. Des centaines de milliers de personnes fuyaient en courant, répondant ainsi aux consignes d'évacuation lancées par les autorités. Une ambiance de panique totale. Nicolas Escoulan. Le World Trade Center vient à peine de s'embraser que dans la panique et le désespoir, les malheureux prisonniers des tours tentent de sauter, parfois du 80e étage. À l'intérieur, des milliers d'employés viennent d'arriver à leur bureau. Très rapidement, ceux qui occupent les étages inférieurs prennent la fuite, choqués et blessés. À l'extérieur, les premiers secours se précipitent et bouclent le quartier, cœur financier de la ville. Mais lorsque la tour sud du World Trade Center s'effondre, le cauchemar que vivent les New-Yorkais prend une toute autre dimension. En quelques secondes, le gratte-ciel se referme sur ses occupants comme un immense cercueil d'acier et de béton. Un épais nuage de poussière grise envahit alors la pointe sud de l'île de Manhattan. Les pompiers qui n'ont pas péri sous les décombres de la première tour montent à la va-vite des postes médicaux avancés, souvent avec l'aide des passants qui ne sont pas déjà asphyxiés. Les larges avenues de New York deviennent le théâtre de scènes de panique, une bousculade générale, une cohue, qui complique très vite la tâche des ambulanciers et des pompiers débordés. Mais les sauveteurs peuvent-ils encore espérer retrouver des survivants parmi les décombres? Washington, la capitale fédérale, était frappée à son tour moins d'1 heure après New York, et pas n'importe quel bâtiment, puisqu'il s'agit du Pentagone, le siège même du ministère américain de la Défense, la même où se pilote la politique de défense américaine, la première puissance de la planète. C'est donc cet autre symbole de la toute-puissante Amérique qu'ont voulu atteindre les terroristes. Tous les bâtiments fédéraux étaient évacués, en particulier la Maison-Blanche et le Congrès américain, dans la crainte d'une nouvelle attaque. Sylvie Sancy. Presque simultanément, après New York et sa puissance financière, l'attaque terroriste a pris pour cible le Pentagone, autrement dit le symbole de la puissance militaire des États-Unis. C'est le cœur même de l'Amérique qui est visé. Le Pentagone est en effet indissociable de la Maison-Blanche, située non loin de là. Comme à New York, l'explosion a été gigantesque. Les parties du bâtiment qui ont été touchées abritaient entre autres la force aérienne du corps des Marines. Immédiatement après l'impact, l'immeuble s'embrase, certaines ailes du Pentagone explosant même avant de s'effondrer. Cet homme nous raconte qu'il se rendait au Pentagone pour travailler. Il a entendu un grand bruit
Puis, dit-il, il a vu l'avion qui tanguait dangereusement tout en faisant mine d'atterrir, avant de se jeter finalement sur le bâtiment. Le Pentagone, ce sont 20 000 militaires et civils qui travaillent chaque jour. Et même si l'évacuation a démarré très vite, on imagine sans peine le nombre terrifiant de victimes. Les équipes de secours se sont précipitées sur place, mais la violence des flammes a longtemps empêché les moindres recherches. Comme à New York donc, Washington est très vite devenu le théâtre de scènes de fuite dans les rues. Le Trésor, le Capitole, le département d'État, tous les bâtiments fédéraux américains sont évacués les uns après les autres, ainsi que la Maison-Blanche et les services secrets. À l'heure qu'il est, l'incendie est quasiment terminé. Des volontaires civils et militaires vont maintenant s'introduire dans le Pentagone à la recherche de victimes ou d'éventuels survivants. Retour à Manhattan où les sauveteurs continuent leur recherche dans les décombres des 2 tours du World Trade Center ainsi que dans les immeubles voisins. C'est un travail titanesque pour ces sauveteurs et ces pompiers qui recherchent des survivants bien sûr, parmi lesquels il y a même des membres des premières équipes de secours victimes de l'effondrement des 2 tours. Denis Brognard. Scène de désolation. Voilà ce qu'il reste du World Trade Center. Des armatures métalliques calcinées. Les quelques étages qui ne se sont pas écroulés sont totalement détruits. Aux abords des 2 gratte-ciel, tout a été brûlé, pulvérisé, notamment les premiers véhicules de secours, ambulances, camions de pompiers, qui s'étaient rendus sur place juste après le crash de l'avion et avant que les 2 tours ne s'effondrent. Les premiers secouristes, comme les occupants du World Trade Center, ont été pris au piège. D'autres équipes de sauveteurs ont ensuite convergé vers le lieu de l'attentat pour essayer d'extraire des survivants des décombres et écarter tout risque de nouvel effondrement. Tout est allé très vite. Au même moment, tous les hôpitaux de Manhattan sont pris d'assaut par des ambulances acheminant des blessés du lieu de la catastrophe. Les secours s'organisent. En quelques heures, toute la population new-yorkaise se mobilise pour venir en aide aux victimes. Des appels ont été lancés pour collecter du sang. Les files d'attente grandissent d'heure en heure. Beaucoup d'Américains choqués, hébétés, viennent spontanément donner leur sang. Ils sont inquiets. Un proche, un ami, une connaissance était peut-être au World Trade Center au moment de l'attentat. Dans les jours qui viennent, cette solidarité sauvera sans doute de nombreuses vies. Les États-Unis sont à présent coupés du monde. Tout l'espace aérien américain est bouclé. Il n'est plus possible de décoller, d'atterrir. George Bush a promis à ses compatriotes de pourchasser et de punir les auteurs des attentats. Il parle de tragédie nationale. C'est la liberté qui a été attaquée ce matin avec une rare lâcheté, et la liberté sera défendue. Je veux assurer au peuple américain que tous les moyens fédéraux sont mis en œuvre aux côtés des autorités locales pour sauver des vies et aider les victimes. Mais attention, les États-Unis pourchasseront et puniront les auteurs de ces actes lâches. Notre armée, partout dans le monde, est en état d'alerte maximale. Nous avons pris les mesures nécessaires pour assurer la continuité du gouvernement. La résolution de notre grande nation est mise à l'épreuve. Mais pas de malentendu, nous montrerons au monde entier que nous la surpasserons. Dieu vous bénisse. Bernard Volcker, vous êtes sur ce plateau depuis cet après-midi, avec Patrick Poivre-d'Arvor tout à l'heure. Vous avez parlé de George Bush, on l'a entendu à 2 reprises différentes cet après-midi. On l'a trouvé un petit peu flottant dans ses déclarations. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui maintenant, puisqu'il doit faire une déclaration dans quelques instants? Oui, c'était le désarroi aux États-Unis, et en particulier à la Maison-Blanche, en tout cas dans l'entourage du président Bush, parce qu'en fait il a carrément disparu pendant quelques heures, ce qu'on arrive difficilement à expliquer. Il était donc, paraît-il, d'abord en Louisiane, puis après il a voulu revenir ensuite à Washington. Secrète américaine, bon, on ne sait pas. C'est une terrible épreuve pour lui, comme d'ailleurs pour tous les dirigeants occidentaux. Que va-t-il dire tout à l'heure? Il ne dira rien de nouveau, il va dire ce que vous venez d'entendre, c'est-à-dire que ces terribles crimes ne resteront pas impunis. Mais alors le fait même que ces attentats très sophistiqués ont pu être commis sans que les services secrets américains en aient eu vent, prouve bien qu'il sera très difficile aux Américains maintenant de rendre justice, de se venger. Les préparatifs très compliqués.
ont eu lieu, les extrémistes qui ont sûrement agi avec le soutien peut-être d'un gouvernement, sont des gens qui étaient préparés, qui ont préparé leur retraite. On ne sait pas qui est derrière cet attentat. On parle beaucoup de Ben Laden à Washington. C'est le seul vraisemblable pour le moment. On a aussi parlé de l'Irak, mais pour le moment, il n'y a aucune preuve. Donc c'est une rude tâche pour les États-Unis qui paraissent en fait ce soir complètement isolés et complètement désemparés face au terrorisme. Désemparés mais pas tétanisés. On connaît la capacité de réaction la capacité de rebond grand peuple. Des Américains la capacité de rebond, ce soir, il faut le dire, le président dont on ne savait pas où il était, le vice-président Dick Cheney, qui n'a fait aucune apparition, le ministre des Affaires étrangères aussi, c'était vraiment une impression de désarroi et de flottement. On voit un troisième, là on dirait qu'on reçoit les images d'un troisième immeuble du World Trade Center qui est en train de s'effondrer. Ce sont des images qui nous sont transmises en direct par les télévisions américaines. Donc il y avait ces deux tours et c'est un immeuble qui était juste à côté, qui avait pris feu et qui est en train de s'effondrer à la suite de l'incendie qui s'est déclaré. J'imagine quand même que cet immeuble, on a dû évacuer depuis le temps, quand même, depuis 7 heures, les habitants ont dû être évacués de cet immeuble, il faut le souhaiter. En fait, ce que les Américains craignaient aussi, et c'est pour ça sans doute que le président américain avait disparu, c'est qu'un avion ne se dirige vers la Maison-Blanche. Et l'avion qui s'est écrasé près de Pittsburgh pouvait sans doute avoir été dirigé vers la Maison-Blanche, aurait pu être dirigé vers la Maison-Blanche. Alors Bernard, il y a bien entendu de nombreuses réactions dans le monde entier, mais en particulier, bien entendu, au Proche-Orient. Et l'une de ces réactions, ça va être celle de Shimon Peres, le ministre israélien des Affaires étrangères, qui estimait que cette vague d'attentats sans précédent devait forcer le monde à s'organiser pour lutter contre le terrorisme. Je vous propose de l'écouter, nous venons de le recevoir il y a quelques instants. Ce n'était pas seulement une attaque contre les États-Unis. Mais c'était aussi une tentative de créer le chaos en lieu et place de l'état de droit et de nos valeurs. Cela peut se passer n'importe où. Ces gens sont sans pitié. Ce sont des tueurs, des traîtres, des menteurs. Ils sont sans limite. Et nous ressentons tous en ce moment ce que peuvent ressentir les Américains. La douleur est grande et profonde. Mais s'il y a quelque part une force capable de tenter de mettre fin à ce genre de menaces, d'armes, car c'en est une, ce sont bien les États-Unis qui sont au sommet de notre monde. Il faut le faire, le plus tôt sera le mieux, de manière radicale, sans compromis. Et il faut identifier les pays qui soutiennent ou cachent les terroristes. Il faut en appeler à tous les représentants religieux, qu'ils soient juifs, musulmans ou chrétiens, pour qu'ils condamnent ces suicidaires poseurs de bombes, car ils peuvent causer des dommages irréparables. C'est leur responsabilité spirituelle, car tout cela va contre les lois fondamentales de la religion. Il faut organiser des stratégies et des forces pour empêcher la terreur avant qu'elle n'advienne, car après, ce sera trop tard. Il faut en tirer des conclusions très vite. Avant de revenir au Proche-Orient, regardons ces images en direct. L'immeuble derrière le World Trade Center vient juste de s'écrouler. C'est un immeuble qui fait quand même pas mal d'étages, même s'il était moins haut que la tour. Donc, c'est un immeuble qui est beaucoup moins haut que la tour, mais qui était juste à côté et qui avait pris feu au moment de l'attentat. Il va y avoir d'ailleurs beaucoup d'immeubles autour qui ont dû être complètement détruits. Et ce qui fait qu'il est difficile ce soir encore de faire un bilan, de savoir le nombre de victimes qu'il y avait à avoir. On sait simplement qu'il y avait ce matin plus de 20 000 Américains au World Trade Center qui viennent travailler. Il y en a 40 000 qui viennent travailler chaque jour d'ailleurs. Oui. Heureusement que l'attentat s'est produit tôt. Peut-être que tout le monde n'était pas encore à son travail. Peut-être que les personnes qui étaient dans les immeubles ont eu le temps, pour certaines d'entre elles, de les évacuer. En tout cas, le dernier immeuble qui s'est effondré, ce que nous avons vu tout à l'heure, avait certainement été évacué déjà par la police. Oui, le seul chiffre qu'on connaisse actuellement, ce sont les 256 victimes qui étaient dans les avions suicides. Les 256 victimes innocentes qui étaient dans les avions.
visiblement piloté par ces terroristes. Alors, je vous le disais, le monde entier condamne les attaques terroristes contre les États-Unis. C'est vrai pour les Occidentaux, mais c'est aussi vrai pour un certain nombre de pays du Proche-Orient. C'est le cas pour la Syrie, qui regrette que les victimes soient des civils innocents. La Syrie qui exprime sa sympathie avec le peuple américain. L'Iran également, par la voix du président Khatami. Je condamne, dit-il, le terrorisme. Et d'ajouter, c'est notre devoir islamique d'en connaître et d'en détruire les racines. Quant à Yasser Arafat lui-même, il parle de crimes contre l'humanité. Le régime des talibans au pouvoir en Afghanistan s'est exprimé par la voix de son ambassadeur à Islamabad au Pakistan, et ce pour condamner les attentats et souhaiter que les terroristes soient traduits en justice. En même temps, le représentant des talibans a réfuté toute implication d'Oussama Ben Laden, basé en Afghanistan et considéré depuis plusieurs années par les États-Unis comme leur ennemi numéro 1. Au Liban Sud, les réfugiés palestiniens ont eux manifesté leur joie à l'annonce des attentats qui venaient de frapper l'Amérique. Dans les rues, des hommes ont tiré des rafales en l'air au milieu des voitures klaxonnant bruyamment. La réaction de joie analogue chez les Palestiniens résidant à Naplouse, ville sous autorité palestinienne, et dans les rues de la partie arabe de Jérusalem. Là encore, des slogans condamnant l'Amérique et scandant le nom de Dieu pouvaient être entendus cet après-midi. De son côté, à Gaza, le chef spirituel et fondateur du Hamas, le cheikh Ahmed Yassine, a démenti toute implication de ce mouvement intégriste palestinien dans la tragédie vécue par les États-Unis. Enfin, au Caire, le président égyptien Hosni Moubarak, allié de longue date des Américains, a qualifié les attaques d'inimaginables et horribles, ajoutant « Nous dénonçons le terrorisme, quelles que soient les circonstances ». Je propose de regarder encore ces images de l'immeuble qui vient de s'écrouler. Ce sont des images que vivent en ce moment même les Américains, d'ailleurs le monde entier. Regardez, voilà l'image de l'immeuble qui s'écroule. C'est aussi terrible que d'avoir vu cet après-midi d'ailleurs s'écrouler les deux tours. Et je vais appeler Loïc Bayrou peut-être. Ce sont des scènes de guerre, c'est terrifiant. Et on va appeler Loïc Bayrou qui lui n'est pas loin, il n'est pas à New York, il nous l'a dit tout à l'heure, il était à une vingtaine de kilomètres. Loïc Bayrou? Non, nous n'avons pas Loïc. Si, je l'aperçois. Loïc Bayrou? Loïc, est-ce que vous m'entendez? Non, ça ne marche pas pour l'instant. Bon, on va le rappeler dans quelques instants. Je vous propose d'écouter en attendant le témoignage d'une Américaine qui vit à New York et elle a donc vécu les attentats de ce matin. Elle s'appelle Rochelle. On a vu le deuxième avion piquer du nez sur la deuxième tour. Et quand vous voyez une chose comme ça, ça vous prend à la gorge, c'est l'horreur. C'est inouï de regarder en bas de la 6e avenue, on voyait les deux tours d'habitude. Vous savez, quand on regarde vers le sud, il n'y a plus rien. C'est un immense choc, parce que dans ce pays, on n'est pas prêt à des choses comme ça. Il y a un besoin de sang urgent. Et les gens sont déjà alignés, 500 personnes pour donner leur sang. Tous les tunnels pour accéder à la ville étaient fermés. Et tout le monde essaye de quitter la ville. Beaucoup de gens vont dans le New Jersey. L'autoroute le long de la rivière à l'ouest, où normalement il n'y a que des voitures, maintenant il n'y a que des piétons. Et tout ce qu'on entend sans arrêt, c'est les sirènes. Depuis 8 heures ce matin. Le plus dur, c'est d'attendre de savoir combien de victimes. Oui, il va falloir attendre au moins encore 24 heures. Ulysse Gosset, vous êtes en direct de Washington. Vous avez vécu tout cet après-midi ce scénario de cauchemar. Il est plus de 17 heures chez vous. J'imagine que les Américains ne comprennent toujours pas ce qui leur est arrivé. Non, et ils attendent l'intervention du président Bush qui vient de commencer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous la recevez en même temps que nous, mais le président des États-Unis est en train de s'adresser à la nation et il est en train donc d'essayer de rassurer son pays et son peuple qui est évidemment complètement désorienté par ce qui s'est passé. Ce à quoi nous avons assisté à Washington aujourd'hui était proprement hallucinant puisque la ville a été complètement évacuée en quelques heures.
Actuellement, le centre de Washington est quasiment désert. Il n'y a pratiquement plus aucune voiture dans le centre-ville. La Maison-Blanche est coupée du monde. Il y a énormément de difficultés pour téléphoner à l'extérieur. Les communications avec l'étranger sont très difficiles. Et la plupart des immeubles fédéraux, des ministères ont été évacués. Les gens sont rentrés chez eux et ils suivent maintenant à la télévision ce spectacle donc digne de la fin du monde, en particulier l'effondrement absolument spectaculaire des 2 tours du World Trade Center, l'attaque contre le Pentagone, dont s'échappent toujours d'ailleurs des fumées. Je suis juste en face de l'immeuble du Pentagone. Oui, on voit bien les images, Ulysse, là. On voit bien les images. Voilà, et où se trouve le secrétaire d'État à la Défense, Rumsfeld, qui est en train d'essayer de gérer la situation, de coordonner surtout maintenant les secours et d'empêcher qu'il y ait de nouvelles attaques suicides contre un objectif public américain. Ça veut dire qu'il y a une surveillance de la chasse américaine? Oui, absolument. Les avions de chasse, on les a vus dans le ciel de Washington. Et sans doute, l'une des raisons pour lesquelles le président des États-Unis n'est pas rentré immédiatement à la Maison-Blanche, c'est que les services de sécurité, les militaires voulaient s'assurer qu'il n'y avait plus aucun danger, aucune menace. Vous savez qu'il s'est rendu d'abord dans une base de l'Air Force en Louisiane, puis ensuite il s'est rendu dans le Nebraska, où se trouve le quartier général des forces stratégiques américaines. Et donc ensuite, il a pris le retour de la direction de Washington. Mais le docteur Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger, a déclaré que c'était un Pearl Harbor qui avait été qui avait atteint les États-Unis, et aussi important que la réponse américaine devrait être aussi forte qu'après Pearl Harbor. Ce qui veut dire qu'en ce moment, non seulement les Américains accusent le coup, le président Bush donc intervient auprès de la nation pour rassurer son peuple, mais il va y avoir une phase de riposte. Et là, je pense que d'ores et déjà, les stratèges américains sont en train de réfléchir à ce qui va pouvoir se passer. Et il ne faudrait pas s'étonner si dans les jours qui viennent, on apprenait que l'armée américaine a lancé des opérations contre des centres terroristes, notamment celui de Osama Ben Laden, qui est pour l'instant le suspect numéro 1 dans tous ces attentats. Ulysse, justement, à Washington, selon des informations en provenance de Washington, le groupe du terroriste milliardaire Ben Laden serait presque officiellement soupçonné d'être impliqué dans ces attentats. Est-ce que vous en savez un peu plus ce soir? Écoutez, il n'y a eu aucune revendication officielle et donc pour l'instant il est bien difficile de spéculer, mais bien évidemment ce groupe terroriste qui est extrêmement efficace, qui dispose de réseaux un peu partout dans le monde arabe, de bases de repli et de camps d'entraînement en Afghanistan, de moyens financiers considérables, pourrait être en mesure de lancer de telles actions. Et on sait que plusieurs militants travaillant pour Ben Laden ont été interpellés dans les mois qui précèdent et au cours des années qui viennent de s'écouler, notamment à la frontière avec le Canada. Ils ont été arrêtés, emprisonnés, jugés pour tentative d'attentat à travers les États-Unis. Je discutais tout à l'heure avec un ancien officiel de l'administration Clinton qui s'occupait des questions stratégiques et qui me disait ce type d'attentat malheureusement était inévitable car nous savions qu'un jour il était possible qu'il se produise. Il y a plusieurs complots qui ont été déjoués, m'a-t-il déclaré, mais on ne peut pas tout empêcher car il est vraiment difficile de stopper, d'arrêter aux frontières tous ces militants islamiques complètement kamikazes qui sont prêts à risquer leur vie pour justement détourner un avion et le cracher contre le World Trade Center. Donc il m'a dit c'était inévitable, ça devait se produire un jour, nous le savions, d'autant plus que la situation au Proche-Orient se dégradait et que ces terroristes islamiques pouvaient un jour ou l'autre forcer la surveillance américaine aussi intense soit-elle. Évidemment, le gros problème auquel doit faire face l'autorité américaine, c'est que on a vu la tragique démonstration de leur impuissance face à de tels terroristes. Oui, cela dit Ulysse, bien sûr, qui s'attendait peut-être à une attaque, mais alors 4 d'un coup, là c'est quand même beaucoup, non? 4 en même temps, ça veut dire que... C'est le plus grave acte de guerre commis contre l'Amérique depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est évidemment inadmissible pour les services de sécurité. Cela veut dire que d'un côté, il y a eu une défaillance terrible et de l'autre, une détermination totale pour frapper l'Amérique au cœur, avec dans plusieurs endroits simultanément des gens suffisamment entraînés, armés, financés par une organisation qui a permis en 4 endroits différents, de façon extrêmement spectaculaire et meurtrière, de frapper aux États-Unis. Ça fait beaucoup, comme vous le dites. Et pour George Bush, c'est une épreuve terrible. Car le président des États-Unis, comme vous le savez, avait comme ambition de s'occuper d'abord de l'Amérique. On savait qu'il était absent, qu'il avait même, disait-on, en France et en Europe en particulier, joué les Ponce Pilate à propos du Proche-Orient, refusant de s'engager pour essayer de mettre fin au conflit au Proche-Orient. Vous savez que Bill Clinton était très présent au Proche-Orient, George Bush ne l'était pas. Eh bien,
pour George Bush qui refusait de voir les périls que pouvait causer éventuellement la situation au Moyen-Orient, c'est un effet boomerang qui lui revient en pleine figure et il va devoir expliquer aux Américains pourquoi ces ministres, pourquoi ces hommes de renseignement n'ont pas réussi à empêcher cette tragédie. Il est dans une situation très difficile et bien évidemment, il va commencer par appeler à l'unité américaine, à l'unité de tous les Américains pour faire face à ce défi. Bien Ulysse, merci. On entendra le président, j'imagine, dans quelques instants. Mais Philippe Perrault me propose les dernières images qui viennent de nous parvenir. Ce sont des images inédites, justement, des avions qui percutent le World Trade Center. Ce sont des images nouvelles. Regardez ces images. C'est la première fois que vous les voyez. Là, on voit très bien le premier avion. Voilà. Le premier avion qui percute, c'est le deuxième celui-là. C'est plutôt le deuxième avion. Ça, ce sont des images inédites que nous venons de recevoir des États-Unis. Ce sont des vidéos qui ont été recueillies par les télévisions américaines. Et voilà, ça, c'était l'avion de United Airlines. Des images saisissantes, ce sont des nouvelles images que nous venons donc de recevoir il y a quelques instants. Les avions pilotés par les kamikazes. Oui, est-ce que vous pensez que ces attentats sont la conséquence, on n'a pas eu le temps d'en parler avec Ulysse, la conséquence de l'attitude adoptée par le président Bush vis-à-vis du Proche-Orient? On peut en effet se poser la question. On se souvient que jusqu'au dernier moment de sa présidence, le président Bill Clinton avait tenté de faire signer un accord de paix entre Yasser Arafat et Ehud Barak, à conclure un accord de paix. Et en arrivant à Washington, George Bush, lui, il a laissé le nouveau Premier ministre israélien, Ariel Sharon, qui est plutôt un dur, mener sa politique. Régler le problème lui-même. Oui, ce qui a entraîné une escalade au Proche-Orient qu'on connaît. Donc, est-ce que ces attentats auraient eu lieu si un accord de paix avait été signé au Proche-Orient sous l'égide du président Bush, après le président Clinton, s'il s'en était sérieusement occupé? Le programme de Jacques Chirac en Bretagne va se trouver sérieusement bousculé. Informé des événements, il décide d'écourter sa visite et l'annonce à ses interlocuteurs de la faculté des sciences de Kerlan. Mais vous avez probablement appris dans la demi-heure qui vient de s'écouler les drames qui se passent actuellement avec les attaques terroristes dont les États-Unis sont l'objet. Nous suivons depuis une demi-heure les événements naturellement de minute en minute et je suis dans l'obligation absolue de regagner immédiatement mon bureau à Paris. 16h à Matignon, Lionel Jospin lui aussi condamne. C'est évidemment une nouvelle tragique qui nous a tous frappés cet après-midi. Ce sont des attentats d'une violence et d'une gravité sans précédent qui ont frappé le World Trade Center, le Pentagone, sans doute d'autres lieux dans des grandes villes américaines. Mon premier sentiment est celui d'une émotion profonde, de l'horreur aussi pour cette violence inacceptable, des pensées d'émotion à l'égard des victimes, de leurs familles, et l'expression d'une solidarité profonde à l'égard du peuple américain. Dans la foulée, Lionel Jospin réunit les ministres de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de la Défense. Ils sont rejoints par le ministre des Transports. 18h, le Premier ministre quitte Matignon. Direction l'Élysée pour un conseil restreint qui démarre à 18h30. Là, il est rejoint par Hubert Védrine, Daniel Vaillant et Alain Richard. La réunion dure 1 heure. 19h45, Lionel Jospin, de retour à Matignon, commente. Nous avons indiqué au président de la République les décisions qui ont été prises par le gouvernement, et notamment la mise en œuvre du plan gouvernemental d'alerte et de prévention qui s'appelle Vigipirate renforcé. Ont été examinées également d'autres mesures à prendre en collaboration avec les pays voisins.
Vous venez de l'entendre, la France a donc décidé de réactiver et de renforcer donc le plan de sécurité Vigipirate. Tous les directeurs des services de police ont été réunis. Alors ce plan concerne la police, mais aussi toutes les forces de gendarmerie et le renfort des forces armées. L'ensemble des services de renseignement a été appelé également à une vigilance accrue. Pierre Ly. Pour prévenir tout risque terroriste, comme lors de la vague d'attentats de 1995 sur le territoire français, le gouvernement a déclenché cet après-midi le plan Vigipirate renforcé. Ce qui signifie la mobilisation de toutes les forces de sécurité et des forces armées pour assurer la protection et la sécurité des Français. Le plan Vigipirate renforcé permet de renforcer la sécurité des lieux publics que sont les aéroports, les gares, les transports publics, les bâtiments publics, publics ou privés, et tous les établissements accueillant un nombreux public. Il n'y a pas de menace identifiée pour notre pays, mais le gouvernement a un devoir de précaution et de vigilance qu'il exerce. Lorsque le plan Vigipirate avait été déclenché lors du passage à l'an 2000, 100 000 hommes avaient été mobilisés. 60 000 policiers, 10 000 militaires et 30 000 sapeurs-pompiers auxquels on avait adjoint des équipes médicales. Pierre Barretti, alors qu'est-ce qui différencie ce plan Vigipirate cette fois-ci par rapport aux autres? Ce qui différencie celui-ci des autres, c'est que tout simplement c'est une préalerte. C'est, comme on le disait, un plan d'action et de prévention avant ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire des scènes de guerre urbaine, malheureusement, et ce qu'on a vu à New York, en plein cœur de Manhattan. Concrètement, sur le terrain déployé demain déjà 1000 hommes, 1000 soldats directement, et puis d'ici 5 à 6 jours, parce que cela prendra du temps, cela signifie 12 000 fonctionnaires, des soldats, des gendarmes, des CRS, et puis des patrouilles de police qui vont être renforcées à proximité notamment des musées, des gares, des aéroports et puis de certains lieux sensibles comme certaines ambassades. C'est déjà le cas ce soir, vous l'imaginez, devant l'ambassade des États-Unis, devant l'ambassade d'Israël et devant d'autres ambassades encore qui pourraient être plus particulièrement visées. Alors comment sont organisés les services de sécurité, mais surtout les services de renseignement français en cas d'attaque de ce genre? On a vu que les Américains, qui sont pourtant dans le renseignement depuis fort longtemps, n'ont pas pu le prévoir. Nous n'avons pas les 18 agences fédérales comme les Américains et la pluie de millions, voire de milliards de dollars. Il y a 3 services en France qui peuvent se consacrer à cela. Les renseignements généraux pour essayer de localiser éventuellement des groupuscules islamistes capables de frapper sur le territoire. Deuxièmement, la direction de la surveillance du territoire. Il y a actuellement, il faut le savoir, 15 fonctionnaires de police qui sont tout spécialement dédiés à Oussama Ben Laden, puisqu'on a évoqué son nom au cours de ces reportages, et à savoir un petit peu ce qu'il peut faire ou les risques d'attentats qu'il pourrait commettre sur le territoire français. Ils ont notamment aidé un juge français à se rendre au Canada, comme l'a souligné Ulysse Gosset, et aux États-Unis. Merci Pierre. 8 avions d'Air France ont dû faire demi-tour cet après-midi. Ils faisaient route vers les États-Unis et 9 autres à destination de Montréal ont été annulés. Et puis une cellule de soutien psychologique aux passagers a été mise en place. D'ailleurs, un numéro vert est mis à disposition. Je pense qu'il va apparaître, ou s'il n'apparaît pas, je vous le donne. C'est le 0800 800 812 0800 800 812. Bénédicte Delfaux était à l'aéroport de Roissy tout à l'heure pour l'arrivée justement de ces passagers d'un des avions de retour à Paris. Depuis 15 heures, heure française, tous les vols à destination des États-Unis sont annulés. Ces 2 passagers autrichiens comptaient rejoindre New York aujourd'hui. Ils doivent faire demi-tour. Nous étions installés dans l'avion quand ils ont donné l'ordre de descendre et de regagner l'aéroport, où nous devions avoir plus d'informations. Les plus désorientés, ce sont ces passagers. Ils étaient dans l'un des 8 avions déroutés au-dessus de l'Atlantique à mi-parcours. Après 4 heures de vol, retour à la case départ, où leur première vision, ce sont les uniformes du plan Vigipirate mis en place dans l'après-midi. Nous étions dans un avion à destination de Boston. Et apparemment, c'est de là que les pirates de l'air sont partis. Je suis heureuse d'être en vie et en même temps consternée par toutes ces morts. Très rapidement, Air France organise l'accueil de ces passagers dont certains sont émotionnellement secoués. Leur évacuation en dehors de l'aéroport sera très rapide. La compagnie fournit le transport et l'hébergement pour tous les passagers étrangers, en majorité américains, qui se retrouvent contraints à un exil forcé. J'attends qu'on me dise où passer la nuit en attendant de pouvoir rentrer chez moi. Ce soir, personne n'était en mesure de dire jusqu'à quand l'embargo sur l'espace aérien américain est susceptible d'être maintenu.
Vous l'avez entendu tout à l'heure, dès les attentats connus, les soupçons se sont bien entendu portés sur le groupe d'Oussama Ben Laden, ce milliardaire d'origine saoudienne basé en Afghanistan. Il est déjà soupçonné d'ailleurs par les Américains des attentats meurtriers contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie en 1998. Son portrait par Axel Girard. Oussama Ben Laden est-il le cerveau de cette vague d'attentats sans précédent? Les autorités américaines ont des soupçons sur des commandos en relation avec Ben Laden, des soupçons étayés par le passé. Depuis son repère afghan, le financier du djihad a organisé plusieurs attentats de grande envergure contre la première puissance du monde. 93, une bombe déjà au World Trade Center, 6 morts. 4 ans plus tard, un missile sur un destroyer, 17 morts. Puis en août 98, 224 victimes dans les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. À la tête de son organisation Al-Qaïda, Ben Laden est en quelque sorte le chef d'orchestre de la nébuleuse islamiste terroriste. Il a son armée, 5000 hommes entraînés, capables, craint-on, d'une attaque bactériologique ou nucléaire, mais aussi de l'argent, beaucoup d'argent. À la tête d'une fortune de 400 millions de dollars, il finance depuis 10 ans tous les groupes islamistes radicaux de la planète. GIA algérien, djihad islamique, groupe Abu Sayyaf, l'ombre de Ben Laden n'est jamais très loin. En France, la vague d'attentats de 95 ne lui est pas complètement étrangère. Le financier Rachid Ramda était en relation avec lui. Un exemple parmi d'autres du très dense écheveau de relations à tous les niveaux entre groupes islamistes. Tous ces groupes-là ont quand même des connexions. On a bien vu au travers de nos dossiers des gens qui vont s'entraîner, qui viennent des Philippines, d'autres qui vont en Tchétchénie. On sait que des Philippins, des gens de Tchétchénie et d'autres pays encore vont s'entraîner dans les camps d'Afghanistan. Oussama Ben Laden ou ses fidèles, s'ils sont derrière ces attentats, ont-ils pu agir seuls, sans l'aide d'un État? Pas sûr. Le grand argentier de la guerre sainte ne manque en tout cas pas de donateurs, notamment dans certains pays du Golfe. Oui, nous avons au téléphone à présent en direct Roland Jacquard à New York. Roland Jacquard est expert auprès de l'ONU pour les questions de terrorisme. Roland, bonsoir. Que pense-t-on à New York justement d'une éventuelle implication de Ben Laden, le grand argentier de l'islamisme radical? Alors évidemment, il est un des personnages qui est les plus soupçonnés à l'heure actuelle, et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a une capacité financière qui va au-delà de 400 millions de dollars puisqu'il a reçu de l'argent de donateurs et qu'aujourd'hui on peut considérer qu'il est capable d'acheter une bombe atomique. Il a essayé d'ailleurs ces derniers mois de faire l'acquisition grâce à plusieurs filières de trafiquants implantés dans des ex-républiques musulmanes d'Afrique centrale d'armements nucléaires, biologiques ou bactériologiques, mais aussi parce que Oussama Ben Laden a entraîné dans ces camps, notamment le camp de Richkor au sud de Kaboul, dans le camp de Konar, et également des gens sur des maquettes qui représentent la ville de New York, la ville de Philadelphie, de Baltimore et de San Francisco, et que des témoignages de terroristes qui ont été entraînés dans ces camps, qui ensuite sont venus en Europe et ont été interrogés par des polices d'Europe, montrent que des opérations avaient probablement été déjà programmées. Est-ce que des commandos islamistes ont pu agir seuls, sans appui de structures lourdes? Alors écoutez, on a affaire à un acte de guerre avec des gens qui en moins d'une heure ont réussi à percer le système de défense américain, qui ont programmé, c'est la marque d'un terrorisme d'État, avec des gens qui étaient, bien qu'ils soient des kamikazes, étaient obligés de piloter des avions modernes, le choix des cibles, la préparation, le repérage, le sang-froid, les complicités des groupes dormants, probablement depuis très longtemps avec des repérages. Cela est la marque d'un service de renseignement très puissant, d'un service de renseignement militaire, et on ne peut pas exclure qu'un État terroriste du Moyen-Orient ait profité de la situation critique et sensible qui règne aujourd'hui dans la région avec l'intifada pour programmer ce genre d'opération et utiliser comme commando des gens de la nébuleuse Ben Laden ou d'autres groupes. Merci Roland Jacquard. Nous retournons maintenant au Proche-Orient où vient de s'exprimer le Premier ministre israélien Ariel Sharon. Il vient de s'exprimer, nous écoutons son intervention. L'État et le peuple d'Israël encouragent les Américains à faire face à ces attaques terroristes. Les pires attaques qu'on ait jamais connues à ce jour. Nous exprimons nos profonds regrets et présentons nos condoléances au peuple américain.
Nous sommes prêts à venir en aide aux Américains dans tous nos domaines de compétences, quels que soient leurs besoins. Les terroristes ont déclaré la guerre au monde libre. La guerre contre le terrorisme est une nécessité absolue à l'échelle mondiale. Yasser Arafat, lui aussi, a condamné, vous le savez, cet après-midi, ces attentats. Nous écoutons dans quels termes le président palestinien s'est exprimé tout à l'heure. Tout d'abord, j'adresse mes condoléances, les condoléances du peuple palestinien au président américain George Bush, à son gouvernement et à son peuple pour cet acte terrible. Nous sommes complètement choqués, complètement choqués. C'est incroyable. Israël met en cause le terrorisme islamique, vous l'avez entendu. L'espace aérien a été fermé lui aussi aux appareils des compagnies étrangères. Jérusalem a fermé ses frontières terrestres avec l'Égypte et la Jordanie. Quant à l'armée israélienne, elle est en état d'alerte maximale. Des mesures prises par le cabinet israélien réuni ce soir autour d'Ariel Sharon que vous venez d'entendre. Nous sommes en direct à Jérusalem avec Bertrand Aguirre. Bertrand, Israël vient de décréter un jour de deuil national en solidarité avec les États-Unis. Ce sera demain, je crois. Oui, absolument. Cela montre l'étroitesse des relations qui peuvent exister entre les Israéliens et les Américains. Beaucoup d'Israéliens ont de la famille à New York. La télévision israélienne ce soir a déjà divulgué de noms d'Israéliens qui ont été tués dans la série d'attentats. Je crois qu'en effet, même s'il n'y a pas de lien direct établi entre ce qui s'est passé aux États-Unis et la situation du Proche-Orient, l'amalgame a été vite fait et les conséquences sur cette crise seront bien évidemment importantes. Vous l'avez entendu, Ariel Sharon a eu un discours très dur. Yasser Arafat a colmaté les brèches, il a condamné cet attentat. Il a présenté ses condoléances au peuple américain, mais il sait très bien que cette série d'attentats le place dans une position de faiblesse. Les relations entre Yasser Arafat et George Bush n'étaient pas excellentes. Il n'a jamais été reçu par le président américain, contrairement à son prédécesseur, Bill Clinton, avec lesquels il avait de bonnes relations. Je crois qu'en effet, aujourd'hui, Yasser Arafat se retrouve dans une situation délicate. Il y a eu quelques scènes de liesse dans différentes villes palestiniennes autonomes qui ont été bien évidemment montrées aux télévisions internationales. Yasser Arafat, je pense, demain matin fera le nécessaire pour que ce genre de liesse ne se reproduise plus. En attendant, Bertrand, j'imagine que la tension va être extrême dans les heures qui viennent dans la région. Oui, vous l'avez dit, l'espace aérien est fermé, hormis pour la compagnie nationale El Al. Tous les vols ont été déroutés. Chose exceptionnelle également, Israël a fermé ses frontières avec la Jordanie et l'Égypte. Non pas qu'elle craigne spécialement des actes terroristes venant de ces deux pays, et c'est une mesure préventive, c'est une mesure aussi pour montrer une certaine détermination, pour afficher donc encore une fois l'isolement que ressent Israël dans la région, et donc de montrer sa force. Bien, merci. Je pense qu'on va peut-être avoir quelques images dans quelques instants. J'aperçois sur une antenne de CNN une explosion à Kaboul. Je ne sais pas très bien de quoi il s'agit parce que je le vois de très loin. Je pense que Philippe Perrault... Oui, plusieurs explosions. Je pense que Philippe Perrault va nous les montrer dans quelques instants. Nous allons revenir aux victimes des attentats. Vous savez que pour accompagner ces victimes, il y a l'organisation de cellules psychologiques. Un de ces spécialistes était cet après-midi à l'hôpital américain de Neuilly. Il s'agit d'un des 3 psychologues, justement, qui sont à l'origine de la première consultation de victimologie créée après les attentats de la rue de Rennes. Viviane Jungfer et Francis Maresco l'ont rencontré pour connaître les traces psychologiques que peuvent laisser ces images sur les téléspectateurs qui le reçoivent comme vous en direct pendant des heures. L'Amérique est suspendue, nous assistons à des scènes... Ce sont des spécialistes habitués aux victimes d'attentats terroristes, aux grandes catastrophes, et pourtant, dans ce service de psychiatrie, c'est un sentiment d'horreur qui domine à la vue de ces images. Les réactions des victimes, tous ces morts, c'est vraiment très choquant, quoi. Ces images, dans le fond, sont très extraordinaires, mais en même temps très habituelles, puisque dans les films, on voit ça toute la journée. Donc je crois que c'est ce glissement de l'imaginaire vers le réel qui, tout d'un coup, risque d'effrayer beaucoup les gens.
En basculant brutalement dans la réalité, l'image a perdu son pouvoir de rêve. Et le sentiment qui domine alors, c'est l'insécurité. Chaque individu se repère par rapport à sa famille, par rapport au contexte où il est et par rapport à la nation. Si finalement la nation à laquelle il participe est en difficulté, c'est sa propre psychologie en définitive qui est atteinte. Donc l'individu finalement, par rapport à ces images, se sent personnellement atteint. Dans sa sécurité personnelle et dans son équilibre psychologique. Pour les plus fragiles, ces images risquent d'être destructrices. Il faut donc les regarder puis en parler le plus possible avec son entourage. Je pense que plutôt que bannir ces images, c'est d'essayer de donner aux gens une espèce de distanciation par rapport à l'image, de décalage par rapport à l'image, et qu'ils la prennent pas de façon directe et qu'ils y réfléchissent. Les responsables des cellules médico-psychologiques s'attendent à voir des angoisses surgir ou se réveiller, notamment chez des victimes d'attentats précédents. Depuis 15 heures cet après-midi, nous vous proposons bien entendu d'entendre des témoignages de ceux qui ont vécu à New York et à Washington ces attentats. Et nous avons en ce moment en direct au téléphone Catherine Parvis. Catherine Parvis qui est une interprète qui vit à New York et qui a vécu ces heures douloureuses. Nous l'avons en direct. Catherine Parvis, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous étiez loin du World Trade Center ? En fait, on n'était pas très proche du World Trade Center, mais en fait, nous étions dans un bâtiment avec beaucoup d'étages. En fait, nous avons vu tous les événements se dérouler, en fait, juste après que le premier avion s'écrase sur le premier tour. Oui, alors là ce soir, vous êtes encore dans vos bureaux ou vous êtes chez vous ? Non, en fait, nous sommes restés toute la journée dans les bureaux. C'était assez chaotique dans les rues de New York. Et nous sommes restés dans le bâtiment comme normalement nous avons été assurés de la sécurité, même si une partie de notre société a des bureaux justement dans le World Trade Center et il y a des centaines de personnes qui manquent à l'appel. Mais là, finalement, en fin de journée, nous avions pu trouver des chambres d'hôtel qui étaient extrêmement difficiles à faire parce que, évidemment, tout le monde qui était bloqué dans la ville cherchait aussi des chambres. Donc, finalement, nous sommes à l'hôtel. Vous êtes resté à l'hôtel et, bien entendu, vous êtes tous, je pense, devant vos écrans de télévision ? Absolument, tous devant les écrans de télévision. Mais surtout, nous sommes quand même, en arrivant à l'hôtel, nous étions dans la rue. Et nous avions vu vraiment les rues complètement désertes, mais quand même des personnes qui se promènent complètement désemparées, avec le regard complètement vide, un peu des morts vivants. Tout le monde est complètement incrédule. Et vraiment, on voit les personnes devant les boutiques fermées, mais avec des télévisions. Tout le monde regarde des télévisions qui se retrouvent dans la rue. Ils sont complètement anéantis par cet événement qui vraiment les frappe. On voit au fond d'eux. Catherine Parvis, merci de nous avoir témoigné en direct au téléphone. Nous avons un autre témoignage, mais celui-ci qui vient d'être filmé par Loïc Bérou. Il s'agit du témoignage d'un Américain. Ma fille travaille au 78e étage du World Trade Center. Bien sûr, dès que j'ai appris l'attentat, j'ai immédiatement appelé mon bureau. Ma fille m'avait laissé un message. Alors c'est vrai qu'elle était en pleurs au téléphone, mais le plus important, l'essentiel, c'est qu'elle était saine et sauve. J'ai ensuite appelé mes deux fils pour leur dire que leur sœur était indemne. Je vous propose maintenant de regarder les dernières images qui nous sont parvenues de New York. Elles sont commentées par Florence Dominier. Foncé dans la tour du World Trade Center. Et il y a un instant, la troisième tour s'est effondrée. On redoutait cette nouvelle catastrophe, elle était là s'arriver. Reste à espérer que les secours dépêchés auprès des victimes de cet après-midi n'aient pas été ensevelis dans les décombres. Déjà, certains ont subi ce sort atroce lorsque la première puis la deuxième tour se sont écroulées. Les pompiers essaient désespérément de porter secours aux blessés dans les débris et la poussière étouffante. Des scènes d'apocalypse qui continuent de se dérouler sous nos yeux. Les ambulances affluent vers les hôpitaux, tout le matériel disponible est prêt, des lits, des fauteuils roulants pour acheminer les victimes vers les soins intensifs. Dans la salle d'attente, les New-Yorkais se succèdent pour donner leur sang.
On va les voir un petit peu plus tard, mais dans la rue déjà, ils sont là, prêts à donner leur aide, mais ils attendront sûrement plusieurs heures avant de se rendre utiles. Il n'y a plus de médecins disponibles, les hôpitaux sont débordés et tous les professionnels de la santé volontaires sont attendus dans les services d'urgence. La confusion est bien sûr totale et de nombreuses familles ignorent encore si leurs proches sont hospitalisés, blessés ou décédés. Voilà, nous sommes ensemble depuis maintenant 15 heures cet après-midi. Toutes les équipes de la rédaction vous ont fait vivre ces heures dramatiques que connaissent les Américains. Tous les présentateurs étaient présents ici sur ce plateau. Avant de nous quitter, puisqu'il est minuit 5 maintenant, je vous rappelle les dernières informations. D'abord, le président George Bush, qui vient de quitter Nebraska à bord de son avion, va regagner Washington. George Bush va s'exprimer dans quelques instants devant la nation américaine. Par ailleurs, vous l'avez vu tout à l'heure en image, un troisième immeuble du World Trade Center s'est effondré. C'était il y a moins d'un quart d'heure maintenant. Il s'agissait d'une tour tout de même de 47 étages. Et puis on vient de recevoir les premières images que nous avons reçues par CNN. Ce sont les images de plusieurs explosions à Kaboul. Il y a deux hypothèses. Soit ce serait une réplique. Ce qu'on a vu, c'est une réplique immédiate, mais ça me paraît un peu tôt pour envoyer des missiles de croisière à Kaboul, alors qu'on ne sait pas qui est à l'origine de cet attentat. Soit c'est une riposte inter-afghane après l'attentat dont a été victime le commandant Massoud hier. De toute façon, nul doute qu'il y aura d'ici à quelques heures des répliques américaines. Sans douter. Alors, vous allez retrouver, maintenant nous allons nous quitter, bien entendu. Merci de nous avoir été fidèles et vous retrouverez Thomas Hugues dès demain matin pour suivre en direct, bien entendu, l'évolution de la situation. Bonne nuit à tous. L'info continue sur tf1.fr.